crise de leadership qui n'a jamais existé dans le monde haredi que nous connaissons depuis ce dernier siècle. Il y a une grande crainte que tout est en train de s'effilocher. Maintenant, ce qui se passe par rapport aux Haredim, les jeunes surtout, ce sont des jeunes, et ça il faut le dire, qui ont voté pour Ben Gvir et c'est très, très, très mal accepté, très mal vu par les grands rabbins. Ils n'aiment pas du tout ce glissement vers le nationalisme, éventuellement un ultranationalisme. C'est pas du tout compatible avec la manière de penser, de réfléchir du monde haredi dans lequel on est plutôt à gauche dans le leadership, selon certains critères. Eh bien, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Peggy Sidor. Peggy, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, en particulier au Jérusalem Post, mais également dans d'autres médias, et on va dire écrivaine, et aussi, on va dire, observatrice avisée de la société israélienne, en particulier, on va dire, du monde orthodoxe. Et justement, je voudrais que l'on parle de cela aujourd'hui, parce que bien, il y a eu cette manifestation hier de la droite, on va dire des partisans de la réforme. Et si je ne m'abuse, le monde orthodoxe est partisan de cette réforme. Il compte beaucoup, en particulier sur la clause de contournement pour valider cette réforme et se débarrasser de facto de ce fameux projet de loi ou de cette épée de Damoclès de la Cour suprême concernant l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et pourtant, on ne voit pas une mobilisation du monde orthodoxe comme on le connaît, le monde orthodoxe. On sait qu'il est capable de se mobiliser. On se rappelle de cette manifestation, d'une autre manifestation du million, où c'était en 2013, vous l'avez aidé, 2013, à l'époque du gouvernement de Binyamin Netanyahou, mais avec Yair Lapid, où ils s'étaient mobilisés massivement. Pourquoi finalement les orthodoxes sont-ils tièdes? Ils sont exigeants envers le gouvernement concernant la loi de contournement, mais ils sont plus tièdes dans leur mobilisation aux côtés, on va dire, des partisans de la réforme. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils craignent, effectivement, ils se sentent déjà assez menacés dans les médias, ce que les médias retransmettent, des slogans et des positions de la protestation, de ce qui se passe, tout ce mouvement de protestation qui est en ce moment-là, qui les met sur la sellette, littéralement. C'est vrai, maintenant, c'est d'eux qu'il s'agit, beaucoup plus que de la réforme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, du changement. Jusqu'à présent, c'était Yariv Levin, c'était... Oui, maintenant, c'est eux. Maintenant, c'est eux, donc il y a un problème. Ils se sentent menacés et ils essaient de minimiser les problèmes, si vous voulez, ou les dommages. Mais il y a une autre raison. Une grande partie des grands rabbins, ce qu'on appelle en hébreu les Gdolei Hador, sont inquiets de ce mouvement qui a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, 15-20 années, de rapprochement d'une partie de la société harédite à la société générale. Ceux qui quittent les yeshivot, ou qui réduisent le nombre d'heures qu'ils passent dans les yeshivot, vont étudier, commencent à travailler, mènent une vie comme tout le monde, tout en restant harédim dans leur mode de vie. Dans leur comportement. Dans leur comportement. Ça leur fait très peur. Ils aiment pas ça du tout. Ils sont très inquiets de ce mouvement parce que c'est un mouvement. Je peux les comprendre. Je veux dire, ça commence comme ça et puis on sait jamais jusqu'où ça peut aller. Internet au coin de la rue, sionisme à l'autre coin de la rue, la modernité, tout ça, ce sont de grands dommages. Alors il y a une volonté de la part des grands rabbins dans l'Ifed de ne pas cautionner un tel rassemblement. Alors ce qui s'est passé, c'est que les grands rabbins, les Gdolei Hador, n'ont rien dit au sujet de la manif. Ils n'ont pas dit ni aller ou n'y aller pas, mais les rabbins, les directeurs des yeshivot, des écoles talmudiques, eux ont prévenu leurs élèves de ne pas y aller. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas dans les yeshivot, par exemple les gens plus âgés qui travaillent, ils décident pour eux-mêmes s'ils veulent y aller ou pas. Ceux qui sont titulaires de la volonté de leurs rabbins, de leurs enseignants dans les yeshivot, alors eux, ils ont un autre problème. Parce que sinon, il faut comprendre, la société harédite en Israël, si elle se mobilise, c'est pas 1 million, c'est plus d'1 million qu'on verra dans les rues. Faut comprendre, c'est très sérieux. Alors, il y a effectivement, concernant ce glissement, on va dire, d'une partie de la communauté orthodoxe vers, on va dire, un monde plus ouvert, plus, on va dire, il y a aussi, on l'a vu ces dernières élections, des électeurs orthodoxes qui ont voté en particulier pour le parti d'Itamar Ben-Gvir. C'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et puis, est-ce que c'est véritablement le reflet d'une perte de contrôle, de pouvoir justement des grands rabbinim qui ont moins de prestige que n'en avaient leurs prédécesseurs aujourd'hui, parce que
entre nous, Peggy, on ne connaît pas véritablement, on ne sait pas véritablement qui est aujourd'hui le grand de la génération, comme on le savait avant lorsqu'il s'agissait du grand rabbin Menachem Shar, lorsqu'il s'agissait du Rav Eliashiv ou du Rav Steinman. Aujourd'hui, on connaît par exemple le Rav Gershon Edelstein, mais on ne sait pas véritablement s'il impose son aura, son prestige sur l'ensemble du monde orthodoxe. Vous avez mis le doigt exactement sur la plaie. Absolument, c'est exactement ce qui se passe. Une crise de leadership. Une crise de leadership qui n'a jamais existé dans le monde haredi que nous connaissons depuis ce dernier siècle, depuis après la Shoah. Donc, il y a une grande crainte que tout est en train de s'effilocher. Maintenant, ce qui se passe par rapport aux Haredim, les jeunes surtout, ce sont des jeunes, et ça il faut le dire, qui ont voté pour Ben Gvir et ça c'est très, très, très mal accepté, très mal vu par les grands rabbins. Ils n'aiment pas du tout ce glissement vers le nationalisme, éventuellement un ultranationalisme. C'est pas du tout compatible avec la façon de vivre, ce qu'on appelle la manière de penser, de réfléchir, la hashkava du monde haredi dans lequel on est plutôt à gauche dans le leadership. On a toujours été plutôt à gauche selon certains critères. Ils n'aiment pas ça du tout. Et pourtant, mais ils n'arrivent pas à endiguer. Ils n'arrivent pas à l'endiguer. Et pourtant, le monde orthodoxe a scellé une sorte d'alliance, on va dire presque éternelle, avec Binyamin Netanyahou et avec la droite israélienne. Et aujourd'hui, de facto, on peut dire que, par exemple, le parti Chasse, qui a signé une partie des accords d'Oslo avec Rabin en 1992 ou 93, bien aujourd'hui, il est farouchement aux côtés de Binyamin Netanyahou. Aryeh Deri est le partenaire, on va dire, privilégié de Binyamin Netanyahou. Oui, mais il faut faire une différence. Là, il faut mettre une différence entre les le Séfarades Shas et Ashkenaz. Les Séfarades. Il y a absolument une grande différence. Le leadership Ashkenaz Haredi est contre ça. Ils se joignent à Netanyahou pour d'autres raisons. Parce que d'abord, a priori, ils ont la conviction qu'un gouvernement dirigé par Lapid et même éventuellement Gantz, c'est un gouvernement qui va ternir l'identité juive de l'État d'Israël. Et ça, ils sont prêts à se battre pour ça, bec et ongle, parce que c'est ce qui leur fait le plus peur. C'est ce qui fait peur aussi aux habitants des villes de développement dans le sud, qui sont d'origine séfarade, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les massortim. Eux aussi, ce qui les motive le plus, c'est cette idée que seul le Likoud, avec Netanyahou à sa tête, pour le moment, peut garantir la pérennité de l'identité juive de l'État d'Israël. Ça leur est plus important que beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas du tout Netanyahou, même pas du tout. Mais ils ont le sentiment que l'alternative est dangereuse. Il faut rappeler que Netanyahou ne mène pas un mode de vie particulièrement religieux. Oui, mais c'est pas ça. Mais c'est pas du tout. Parce que, en fait, je vais vous dire un exemple de la différence. Quand Lapid a été élu Premier ministre, le premier endroit où il est allé, c'était Yad Vashem. Pour lui, Israël est créé par rapport à la Shoah. Il le tient de son père, ça peut se comprendre. Je ne veux même pas le critiquer, ça peut se comprendre. Quand Netanyahou a été élu, bien qu'il ne soit pas un particulièrement pratiquant, je dirais même absolument pas, dans sa vie privée, il est allé au Kotel. Donc pour lui, la continuité, c'est l'identité juive. Et c'est ce qui est acceptable pour cette partie du public israélien. Seulement, le leadership Ashkenaz Haredi a très peur de ce glissement vers l'extrême droite. Pour eux, Itamar Ben Gvir, c'est peut-être aussi grave que Lapid et ses coréligionnaires. Alors, il y a une question qui se pose parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une situation de crise autour de la réforme. Et lorsque, on va dire, les opposants à la réforme disent « c'est sur nous que se repose le fardeau économique, le fardeau sécuritaire, les différents fardeaux qui sont de la société israélienne et pas sur les orthodoxes ». Est-ce qu'il y a finalement quelque chose de vrai dans leurs propos? Et est-ce que finalement, aujourd'hui, le monde orthodoxe ne doit pas là aussi, essayer peut-être de s'ouvrir, de prendre position de manière plus résolue, on va dire, par rapport à l'État d'Israël, l'identité de l'État d'Israël, justement. Vous parliez d'identité religieuse, mais est-ce que... D'identité juive. Oui, d'identité juive, pardon. Mais est-ce que finalement, aujourd'hui, le monde orthodoxe ne doit pas, pour faire face justement à ces critiques de la gauche et du centre, dire « je me pose résolument aux côtés du monde nationaliste ». Alors, là aussi, je ferai une différence entre deux aspects. Un, c'est la sortie des yeshivot, de ceux qui ne sont pas capables de donner 10 à 11 heures par jour d'études de Gemara. Je peux vous dire que c'est dur.
C'est très dur et finalement, c'est une minorité qui arrive à le faire à un haut niveau. Le reste sont là, comme ci, comme ça, et certains d'entre eux vraiment ne devraient pas être dans les yeshivot. Ils font que baisser le niveau. Ça, il faut l'admettre, il faut le dire. Mais les rabbins là-dessus, ils sont d'accord sur ce fait. Oui, ils sont d'accord, il y a de plus en plus de rabbins orthodoxes qui disent... Mais comment ça va se faire? Qui va décider? Qui sera sacrifié et sera encouragé à quitter la yeshiva? Est-ce que ça doit venir des rabbins qui vont décider qui reste ou qui part? Ou est-ce que ça viendra par en bas du peuple, des gens qui vont décider, ok, si j'ai l'accord de mes rabbins, je vais donner 2 heures par jour pour l'étude de la Torah pour ne pas me déconnecter complètement de ce qui est mon héritage culturel et cultuel, et le reste du temps, je vais étudier pour pouvoir travailler et nourrir ma famille et sortir de la pauvreté. Mais ça, c'est pas clair, les messages ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs et c'est pas par hasard, c'est de la politique. Maintenant, la question du service militaire, il faudrait un jour vraiment vérifier les chiffres. Il y a quelques années, aller chez un psychiatre à l'armée pour se faire réformer ou se faire considérer était quelque chose dont on ne disait même pas le début de la phrase. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est monnaie courante. Alors, pourquoi ça oui et ça non ? Je veux dire, il faudrait décider le nombre de soldats, de conscrits dont l'armée a besoin, parce qu'il faudrait aussi rappeler l'autre chose, c'est que Tsahal doit décider de combien de soldats il a besoin. Est-ce que Tsahal a vraiment besoin de dizaines de milliers de Bachoré et Shivot qui vivent tellement différemment maintenant dans les unités de Tsahal? Vous savez ce que ça veut dire comme adaptation? Je suis pas du tout sûr qu'à Tsahal on a vraiment besoin de ça. Il y a d'autres manières de servir son pays. Il faut arrêter avec cette idée que c'est seulement le service militaire qui est la carte d'entrée dans la société israélienne. D'ailleurs, il faut le dire, Peggy, on n'en parle pas souvent, mais dans le civil, eh bien, il y a une sorte de mobilisation. Ça ne se fait pas de manière automatique et de manière formelle et structurée, mais il y a énormément d'orthodoxes qui apportent leur contribution, qui sont volontaires dans les hôpitaux, qui sont volontaires à Tzala, le Magen David Adom. Partout. Il faudrait reconnaître ça, donner à ça le cachet d'une entreprise qui est d'un service national, un service civil, et l'admettre et le mettre à côté. Je ne pense pas qu'une société qui se veut démocratique et ouverte vers une idée de paix peut se permettre de s'identifier seulement avec ceux qui ont un service militaire derrière eux. Moi, je trouve ça un petit peu... La réforme, pour terminer, pose un nouveau défi au monde orthodoxe? Oui, certainement. Au niveau de l'identité d'Israël? Bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont très hésitants, d'ailleurs. Ils sont très hésitants. Ils n'ont pas décidé quelle voie adopter. Il faut comprendre une chose, a priori, le monde haredi, aujourd'hui, c'est 1 290 000 Israéliens. D'après toutes les statistiques, d'ici 10 ans, ils seront plus de 2,5 millions. 10-15 ans, ils seront 2,5 millions. Ils ne peuvent plus se considérer comme une minorité. Ils doivent prendre en considération le fait qu'ils sont là et qu'ils doivent participer. Et participer, c'est à tous les domaines. Ce n'est pas seulement envoyer quelques-uns à la Knesset. Eh bien, merci beaucoup, Peggy Sidor, de nous avoir permis de mieux comprendre peut-être cette réalité complexe du monde orthodoxe en Israël au lendemain du Yom HaAtzmaut et du Yom HaZikaron et du Yom HaAtzmaut. Et c'est important de le souligner. Je recevais d'un ami orthodoxe une partie de la cérémonie à Bnei Brak à la mémoire des soldats orthodoxes qui sont tombés au combat pendant la guerre d'indépendance. Il y en a eu, il y en a aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est remarquable. Cette cérémonie était émouvante et remarquable. Voilà, et donc les défis du monde orthodoxe aujourd'hui face à la réforme judiciaire et face au questionnement identitaire de l'État d'Israël. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre cela. Merci Daniel. Peggy Sidor, bonne journée et Shabbat Shalom.